Merci de votre invitation. Le Front démocrate s'est autodissous il y a quelques mois, mais la gauche moderne et républicaine, qui en était un des piliers, elle continue, et c'est à ce titre que je m'exprimerai. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, un journaliste demandait à Georges Pompidou « Est-ce que nous vivons une révolution ?» Et Georges Pompidou répondit « Non, pas une révolution. C'est tout autre chose. Nous entrons dans une crise de civilisation. » Et Georges Pompidou avait perçu ce qui commençait. Nous sommes 50 ans plus tard au cœur de cette crise de civilisation. Et elle est multiforme, et les réponses qui ont été apportées et qui y sont apportées par divers acteurs commencent aujourd'hui à prendre forme, et nous y sommes directement confrontés. C'est d'abord ce que Marcel Gauchet appelle la révolution silencieuse du néolibéralisme et que j'ai appelé, moi, la contre-révolution de velours depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la réorganisation du monde autour d'un certain nombre de principes entièrement nouveaux qui ne sont plus ceux de la démocratie tels que la Révolution française les avait donnés au monde. Vous voyez bien, à travers ces traités internationaux, à travers ces systèmes transnationaux, que les lois, les règlements adoptés par des États, par des parlements, par toutes sortes de dispositifs conçus par la démocratie, ne sont plus que des chiffons de papier. Le CETA et les autres traités qui viennent vont faire que les lois dont on se gargarise au journal de 20 heures, que l'on fait voter dans des votes solennels à l'Assemblée nationale, n'auront aucune valeur au regard de ce qu'un tribunal arbitral dans le Minnesota ou à Vancouver décidera en faveur d'une multinationale japonaise, américaine, anglaise, et contre les lois de tel ou tel État dont il sera dit qu'elles contreviennent à l'intérêt économique de cette multinationale. Donc, le vote lui-même perd son sens. Vous élisez un corps législatif et quand celui-ci fait la loi, elle n'a plus de valeur immédiatement. Alors nous savons déjà qu'elle n'a plus de valeur si elle contrevient au traité européen, puisque c'est le président de la Commission qui est allé dire aux Grecs « Vous avez voté », mais le vote n'a de valeur que s'il va dans le sens des traités européens. Sinon, cela indique le sentiment d'un peuple, mais ce n'est pas comme ça qu'on dirige l'Europe. Donc nous sommes en face d'un problème très profond, qui est la disparition progressive du sens des élections, du sens de la démocratie, du sens des médiations entre les puissants, ceux qui ont le pouvoir, et les autres qui, comme le dit notre président de la République, ne sont rien. Pas qui n'ont rien, ne sont rien. C'est-à-dire que nous n'avons plus que dans le cirque médiatique des émissions à la gloire du monarque, la verticalité entre ceux qui ont été élus pour commander et qui commandent verticalement à un peuple qui les juge. Non, ça c'est des émissions de télévision faites par des communicants. La réalité, c'est que nous avons l'horizontalité des réseaux de pouvoir financiers essentiellement, mais de réseaux de pouvoir divers. Vous voyez le réseau des pétroliers, vous voyez le réseau des médias, vous voyez le réseau des énergéticiens non pétroliers, et tous ces réseaux opèrent en prenant une part du pouvoir, une part du gâteau, une part de la décision. Bien sûr, tout cela est contraire à l'idée et à l'organisation de la démocratie qui vient percuter ce dispositif. La démocratie, elle, est devenue obsolète par rapport au dispositif néolibéral. Donc, le mot de souverainisme, qui est brûlé médiatiquement parce qu'il apparaît comme le mot de repli, est un mot qui est trop étroit pour ce combat. C'est en réalité l'idée du pouvoir produit par le suffrage universel qui est en cause, c'est-à-dire l'idée de la démocratie
Car ce système-là ne retire pas sa souveraineté à la France, il retire sa souveraineté au principe électoral. Il retire sa souveraineté au Parlement avec un S. Et cela se passe à un moment, au même moment, qu'une transformation fondamentale comparable à ce qu'a été la Renaissance, c'est-à-dire quelque chose de profondément déstabilisant pour l'ensemble des sociétés, c'est-à-dire la généralisation de la numérisation, c'est-à-dire l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la minorisation du travail humain dans le processus d'organisation des échanges économiques. Et cette minorisation du travail humain, qui jusqu'ici était le seul qui produisait de la richesse, et dont la différence entre le prix d'achat et le prix de vente produisait la capacité pour une société d'avoir un surproduit social qui organisait l'équilibre d'ensemble de la société au profit de telle ou telle couche qui la dominait, mais pour le bien-être de l'ensemble de la société, cela, c'est en train de glisser. On ne sait pas jusqu'où ira l'intelligence artificielle, mais vous avez vu la semaine dernière, même cette semaine d'ailleurs, Google a présenté un assistant qu'il va développer pour les milliards de ses clients, dont vous êtes tous, qui va vous écrire pour vos amis, vos propres lettres, professionnelles, privées, et puis vous n'aurez qu'à les corriger, puisqu'il va analyser tout ce que vous avez écrit ces dernières années en utilisant ces serveurs, vous les avez tous utilisés. Et en analysant à qui vous avez écrit quoi, il va spontanément vous écrire votre lettre pour une petite amie, pour un vieux copain de lycée, ou pour votre percepteur. C'est-à-dire un changement très profond du rapport des humains entre eux, du rapport de l'humain à la machine, du rapport de la société à la puissance des organismes publics, des organismes privés. Et vous voyez bien qu'on a là maintenant un monde qui ne se rencontre plus, le monde de l'entreprise avec des entrepreneurs, avec des sociétés petites, moyennes, grandes, qui existent avec un monde du travail dans lequel il y a des initiateurs qui prennent des risques, il y a des gens qui mettent de l'argent, il y a des gens qui mettent leur énergie, il y a des gens qui mettent leur intelligence, et il y a une majorité de gens qui mettent leur travail et leur temps. Et puis ce monde-là, il est dans une autre dimension qu'un monde planétaire dans lequel quelques groupes sans visage ont un contrôle absolument total sur votre vie. Et ça, c'est un autre aspect qui arrive au même moment. Ça, c'est cette crise de civilisation, c'est cet autre aspect qui arrive au même moment que la réponse politique du néolibéralisme. Et c'est en France qu'a lieu le banc d'essai avec ce produit commercial entièrement fabriqué à la main qui est vendu sous le nom d'Emmanuel Macron, qui est un produit entièrement fabriqué à la main. On a utilisé le parquet national financier pour dégager quelqu'un qui était sur sa route et qui nous ennuyait. On a utilisé le résultat d'un quinquennat absolument négatif de son prédécesseur pour mettre fin à un système qui était déjà moribond, mais qui surtout était assis sur cette vieille idée du suffrage universel, la gauche, la droite, etc. Alors, c'est pas simple, hein. Dans la société française, 83% des gens vous disent qu'ils sont de droite ou qu'ils sont de gauche. Mais vous avez en même temps plus de 75% des gens qui vous disent que le fait qu'un gouvernant soit de droite ou de gauche ne donne aucune indication sur ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Donc vous voyez bien que nous avons le vieux monde et le nouveau monde. Les Français comprennent bien que dans ce nouveau monde, le nom de droite ou le nom de gauche, ça n'a aucune importance, le nom dont on s'affuble. Mais eux-mêmes, parce qu'ils vivent dans un ancien monde qui est indexé sur l'idée de la démocratie, c'est-à-dire du pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, ils se réfèrent aux valeurs de droite et de gauche qui leur semblent structurantes. Et Emmanuel Macron, c'est un produit qui n'est ni la gauche, comme le dit l'astucieux Jean-François Copé, cherché en un an, il n'a pas pris une seule mesure de gauche, pas une seule.
Et Jean-François Copé a raison. Il n'y a pas eu une mesure de gauche. Mais moi, j'ajouterais qu'il n'a rien à voir avec la droite française, cette droite héritière de la Révolution française. La Révolution française, c'est la gauche de la Révolution française et la droite de la Révolution française. C'est l'ensemble du panel de la France. C'est ce qui fait qu'en France, un homme de droite, traditionnellement, vous dit que dans liberté, égalité, fraternité, il accepte les trois, alors qu'en Angleterre, un homme de gauche vous dira que l'égalité, c'est la fin du monde, c'est la compétition qui nourrit la société. Et un travailliste anglais vous dira égalité, jamais nous n'accepterions ce mot dans notre devise si nous étions une république. Voilà. Donc ce qui fait la France, c'est cet héritage, c'est cette histoire. Et donc cette droite française, dont le héros fut De Gaulle, dont Louis Joxe ou André Malraux furent des ministres, dont plus récemment le maire d'Épinal fut un des dirigeants. Cette droite française, elle est absolument ailleurs que l'endroit où est le produit Macron. Le produit Macron, il est entièrement l'impérium de l'argent, l'impérium de la création de valeur pour l'actionnaire. Ça n'est pas la création de richesse. C'est la création de valeur pour l'actionnaire. C'est cela qui est recherché. Et c'est naturellement qu'il essaye de trouver une filiation. Alors, son dernier truc, c'est Versailles. Versailles 1871. Mais enfin, la République de Versailles en 1871, elle est essentiellement monarchiste, et elle s'apprête à massacrer le peuple de Paris qui a refusé l'abdication devant l'Allemagne. Voilà celle dont il se réclame. Alors, dans une telle configuration, il faut à la fois tout embrasser. Si on part simplement d'un petit point en disant ça c'est important, oui, c'est important. Mais on se trouve pris dans un maelstrom terrible. Oui, la réforme de la SNCF. Oui, l'organisation d'une sélection sociale à l'université et non pas d'une sélection sur critères universitaires. Oui, on peut prendre tous les éléments qui, depuis un an, ont soulevé l'indignation d'une majorité de Français, si on en croit les études, successivement. Mais c'est un essai de constitution d'une réponse. Et cette réponse, elle n'est pas dans la revivification de la droite ou de la gauche, parce que pour des raisons équivalentes, elles ont perdu leur crédibilité. Et donc, il s'agit d'assumer la nouvelle époque dans laquelle nous sommes, d'assumer le choix de Macron qui dit 45 000 familles font la France, et puis le reste, c'est des gens qui sont assistés, des gens à qui on en donne trop et à qui il faut commencer un peu à serrer la vis, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, parce qu'ils ne sont rien, parce qu'ils ne représentent rien. Son point de vue, c'est le point de vue global néolibéral, et il est un produit d'essai qui est fait sur la France, mais qui serait généralisé si ça devait être un succès. Il faut construire en face un front de tous ceux qui veulent faire deux choses au moins. Premièrement, restaurer l'idée de la démocratie. Secondement, reconstruire le pacte républicain dans sa version de 1945, qui aujourd'hui est obsolète. La société a changé à tout point de vue. Elle ne peut plus absorber la forme pratique prise par les décisions de 1945. En revanche, les ambitions qui y sont, elle peut pleinement les réaliser. La France est plus riche qu'elle n'a jamais été, mais elle est aussi plus inégalitaire. Donc, il faut avoir ces deux idées, le pacte républicain et la démocratie, car l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je conclurai en vous disant qu'il y a une échéance que nous pouvons essayer d'utiliser, qui est celle des élections européennes qui viennent. Dans ces élections européennes, il y a deux manières de faire. La première, ce sera celle des médias dominants qui constateront qu'Emmanuel Macron, avec sa liste de Cohn-Bendit à Jadot, dit-il, enfin, ce sera ce qu'elle sera, arrivera possiblement en tête avec quelque chose dans les 20, 24, 28, peut-être 30%, qui, face à une myriade de listes, apparaîtra comme gagnante. Vous vous souvenez qu'il y a une dizaine d'années, c'était Nicolas Sarkozy qui, avec 29%, faisait un triomphe romain dans les médias.
on n'avait pas noté que 71% n'avaient pas voté pour lui et que donc la vie allait être un peu plus difficile ensuite. Mais peut-être pourrions-nous prendre l'initiative tous ensemble d'essayer de proposer un label aux listes. Nous savons qu'il n'y aura pas de liste unique pour une France souveraine, ni pour un retour de la démocratie, ni contre ceci, ni pour cela. C'est une chose qui n'est pas possible. Vous voyez aujourd'hui que les électeurs du Front National, même si c'est beaucoup moins que leurs dirigeants, sont dans une logique qui regarde vers la droite. Les électeurs de la France insoumise sont dans une logique qui regarde vers la gauche. Et même si quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon a bien compris qu'en parlant de la France, il arrive à faire transiter une partie significative de l'électorat de Marine Le Pen vers lui à la présidentielle, parce que d'un coup, il se souvient que Jean Jaurès, c'est la France. Jean Jaurès, c'est celui qui dit un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme en rapproche. Et donc, à partir du moment où il comprend ça, on voit bien qu'un mouvement a lieu. On entend bien ce que dit Philippot. Quand la curieuse Madame de Fontenay se met à entonner auprès de Florian Philippot l'international et qu'un journaliste se tourne vers Florian Philippot en disant « c'est insupportable, faites quelque chose ». Et Florian Philippot dit « pas du tout, ça ne me dérange pas, l'international a toute sa place ». Et on voit bien qu'il y a cette idée maintenant qui commence à se faire jour, qu'il y a la possibilité d'une autre chose, d'une alternative à ce produit des grands groupes multinationaux qu'est Emmanuel Macron. Pour ça, il serait possible de créer, à partir d'un texte qui serait signé, proposé par des personnes représentatives et qui comporterait simple, pas long, pas compliqué, 3, 5, 7 idées peut-être, clés dans la période que nous vivons et sur laquelle j'ai essayé d'attirer votre attention et votre réflexion, et qui pourrait être adopté, ce label, comme on adopte un logo publicitaire quand on lance un film ou une pièce de théâtre, c'est-à-dire dire « nous nous reconnaissons dans ça ». Et donc il pourrait être adopté au même moment. Ce ne serait pas la France insoumise qui se reconnaîtrait dans un document que le Front National a reconnu avant elle, ou inversement. Vous comprenez que la politique est un art tout entier d'exécution et que le diable est dans les détails. Mais quelque chose qui pourrait faire qu'au soir de l'élection, on pourrait décompter que ceux qui ont mis ce label sur leur affiche électorale, ils représentent 50, 60, 45, en tout cas probablement plus que la liste des multinationales et de la Commission de Bruxelles, qui est dans cette même logique, puisqu'elle est un produit des lobbies largement. Vous regardez les bureaux de Bruxelles, il y a autant de place pour les lobbies que pour les représentants des États. Donc on comprend bien de quoi il s'agit. Et cette idée, nous pourrions ensemble la porter, d'abord avec une certaine discrétion. Il ne s'agit pas de clamer quelque chose qui n'existe pas, mais ensuite, si ensemble nous établissons ce petit document, si ensemble nous obtenons qu'il soit sur les professions de foi d'un certain nombre de listes, nous ne savons pas combien de listes, nous ne savons pas qui y sera, ce n'est pas là notre propos, on ne va pas percuter cet aspect de la politique ancienne qui existe et que nous ne condamnons pas, la question n'est pas là. Il s'agit de se préparer à la phase nouvelle, pas d'attaquer la phase ancienne. Ce n'est pas nous qui avons voulu la détruire, cette phase ancienne. Elle est en train de tomber, mais ce n'est pas nous qui voulons la détruire. Donc, il faut trouver le moyen de passer de l'une à l'autre, et ce label est un moyen. C'est la suggestion que nous vous faisons aujourd'hui. Merci de votre attention.